Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. On s'intéresse ce soir à la paralysie obstétricale du plexus brachial. Pour faire simple, il s'agit d'une paralysie des membres supérieurs causée par un traumatisme lors de l'accouchement. Plus d'un enfant sur 1000 est touché. 20 à 30% des cas nécessitent une solution chirurgicale. D'ailleurs, une dizaine d'enfants ont été opérés le mois dernier à l'hôpital de Ben Aknoun à Alger en présence de chirurgiens étrangers. Il s'agit d'interventions pointues puisqu'il s'agit de microchirurgie consistant en une chirurgie directe du plexus brachial avec des greffes nerveuses sur des enfants en bas âge. L'initiative est aussi avantageuse pour notre pays d'un point de vue économique puisque certains cas nécessitent en effet un transfert vers l'étranger. Avec mes invités, on reviendra sur ce type de paralysie, leur cause, mais aussi leur évolution et à quel moment a-t-on recours à la chirurgie et quelles sont les chances d'une récupération complète. Voilà le propos que je vous propose ce soir et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir le professeur Mostafa Yacoubi. Vous êtes chef de service chirurgie orthopédique et traumatologie à l'EHS de Ben Aknoun. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. J'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Fouad Bessa. Vous êtes chirurgien orthopédiste également, maître assistant au CHU de Tizi Ouzou. Bienvenue. Merci Sarah pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. J'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Salim Benamouirouche. Bonsoir. Vous êtes chirurgien orthopédiste, chef d'unité, chirurgie de la main à l'EHS de Ben Aknoun également. On voit que l'EHS de Ben Aknoun est en force ce soir. Et enfin, j'ai le grand plaisir de recevoir professeur Boutrid Hella. Vous êtes chef d'unité gynécologique au CHU Beblouet. Bonsoir. Bonsoir Sarah, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie à vous quatre d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet d'actualité, puisque comme je disais à l'instant, il y a eu une mission justement qui a permis d'opérer une dizaine d'enfants. On reviendra en tout cas sur cette mission qui a permis justement de prendre en charge ces enfants. Mais avant, j'aimerais commencer avec un chiffre. Nous en parlions, professeur, juste avant le début de cet enregistrement. On parle aujourd'hui, ce sont en tout cas les chiffres de l'OMS, on parle à peu près d'un enfant, voire 2 sur 1000 qui seraient touchés par ce traumatisme qui donne malheureusement une paralysie des membres supérieurs, ce qui est très handicapant pour un enfant. Pour un pays comme le nôtre, où on parle à peu près d'1 million de naissances, on parlerait de 1500 à peu près d'enfants qui seraient touchés par ce traumatisme. C'est grave quand même, le chiffre est énorme lorsqu'on sait quand même qu'une part ou qu'une partie de ces traumatismes peuvent être évités. Oui, absolument. Tout simplement, une naissance, c'est normalement... Ça apporte la joie. Une naissance, on l'attend et toute la famille est là. On attend un événement heureux. Et un accident, vite arrivé pendant l'accouchement, pour des raisons multiples. On ne peut pas là se focaliser sur un seul facteur. Absolument. Et il y a un drame. Vous imaginez un enfant qui va vivre avec un membre paralytique. Un membre supérieur qui est indispensable à la vie. Personne ne peut vivre sans l'usage de ses mains. Et il faut savoir que ce drame est plus ou moins, on peut dire que heureusement que pas tous ces bébés feront une paralysie définitive. Ou vont nécessiter une chirurgie. Vont nécessiter une chirurgie parce qu'il faut savoir que les 3 premiers mois, on guette la récupération de la paralysie. Donc il y a pratiquement 80% de ces bébés récupèrent spontanément de cette paralysie. N'empêche. Je voulais qu'on insiste, si vous permettez, professeur, quand même sur cet aspect, parce que dans la littérature, cette affection ou ce traumatisme est décrit comme étant rare, alors que finalement, c'est pas si rare que ça. C'est pas aussi rare, tout simplement parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est multifactoriel. On ne peut pas dire, voilà, c'est parce qu'il y a un problème de manipulation de la part de l'accoucheur, que ce soit la sage-femme ou bien le gynécologue. Il y a énormément de choses à dire concernant les facteurs. Entre autres, il y a des facteurs anatomiques qu'il faut connaître. Il faut connaître aussi l'anatomie du bassin, qui peut être déformé par des traumatismes, déformé par des problèmes de chirurgie,
déformé par l'aspect anatomique, des variations anatomiques connues. Donc c'est multifactoriel. Et là, je rejoins un peu ce que vous venez de dire concernant cette rareté, en fait, qui devait être rare. Et là, c'est la conjugaison de certaines, je ne dirais pas erreurs, de certaines choses pendant le déroulement de la grossesse. C'est-à-dire, il y a un suivi qui doit être je vais poser la question justement à la gynéco qui est avec nous sur ce plateau, justement, professeur Boutrid. C'est un traumatisme, comme nous venons de l'écouter, en tout cas très sérieux, qui peut coûter la mobilité des membres supérieurs. Et on sait l'utilité de nos mains, que serait notre vie sans nos mains. C'est un constat d'échec dans la prévention, selon vous. Si on voit ces chiffres aujourd'hui, quand même c'est énorme, 1500 cas à peu près sur la totalité des naissances. Alors, parler d'un constat d'échec de suivi de grossesse, je pense que c'est trop avancé. Le plexus brachial, qui part du plexus brachial, on parle de la dystocie des épaules. Si on parle de la dystocie des épaules, on va parler de la macrosomie. Si on parle de la macrosomie, on va parler des étiologies de la macrosomie. En fait, je parle justement, si je dis qu'on peut parler peut-être d'un constat d'échec dans la prévention, parce qu'aujourd'hui, quand même, les facteurs de risque, comme disait à l'instant le professeur Yacoubi, sont connus. C'est-à-dire, on peut traquer ces facteurs de risque et arriver justement à prévenir. Oui, d'ailleurs, on parle de facteurs modifiables. La dystocie des épaules, c'est un facteur modifiable et on peut le modifier. La problématique, c'est l'homogénéisation des pratiques. C'est ça la grande problématique en Algérie. Les recommandations, elles sont claires. Le suivi de grossesse, théoriquement, il doit se faire chez toutes les patientes. Or, en Algérie, il y a des patientes jusqu'à l'heure actuelle qui ne font pas de suivi de grossesse. Et il y a des accouchements qui sont imposés, donc elle vient à dilatation complète et à l'accouche. Donc on est face à un accouchement qui est imposé. C'est ce qui fait aussi toute la problématique de la dystocie des épaules. Donc la dystocie des épaules qui aboutit ou qui conduit à un plexus brachial, c'est pas uniquement faire face à la dystocie des épaules, c'est avant l'incident, pendant l'incident et après l'incident. Toute cette démarche pourrait justement réduire les complications chez le nouveau-né. Oui. Alors quand on parle de la dystocie des épaules, c'est dans l'instant T, c'est à la naissance, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment prévenir. Mais là, peut-être il y a le facteur humain aussi qui intervient. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on a un problème également de formation? Peut-être que nos médecins, alors dans certaines régions du pays, on n'a pas forcément de gynéco, alors les accoucheurs ne sont pas peut-être suffisamment formés. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça peut être une des problématiques. Mais théoriquement, la formation, elle se fait. On forme les résidents, on forme les internes, on fait des simulations. La simulation. Les sages-femmes aussi. Les sages-femmes, l'Institut des sages-femmes, c'est un institut qui est à part. Mais en général, lorsque l'accouchement il est à haut risque, il doit être assisté par un obstétricien. C'est dans les recommandations. Et donc le transfert des patientes aussi fait partie des facteurs de prévention de la dystocie des épaules, parce que si la patiente présente un risque d'accouchement, il faut qu'elle soit transférée dans une unité, ou si dans la mesure du possible, bien sûr, parce qu'il y a des zones où on ne peut pas transférer les patientes. Et donc l'organisation des soins aussi, elle fait partie du programme de la prévention. Oui, l'organisation des soins qui n'est pas toujours là, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a peut-être quelque part, je ne sais pas si on peut dire comme ça les choses, mais c'est qu'il y a quelque part une porosité dans le suivi ou une faille. À quel point, selon vous, le facteur humain est-il responsable? C'est la rareté des spécialistes aussi, parce qu'on a peu de médecins gynécologues qui restent dans les hôpitaux, et l'accouchement il se fait dans une clinique privée ou bien dans un hôpital. Tout ça fait que le facteur humain est un facteur qui est directement lié à cet incident. Ce qu'on peut proposer également, c'est de favoriser l'accouchement physiologique ou l'accouchement naturel, parce que plus on intervient concernant les accouchements, plus il y a des complications. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la littérature internationale. La médicalisation de l'accouchement aussi, elle entraîne des complications. Donc si on reste dans la physiologie, on respecte les délais, on respecte les délais d'engagement, de descente, de rotation, on peut
prévenir beaucoup de problèmes parce que forcer l'accouchement, parfois on fait des forceps et après il y a la dystocie qui vient après parce qu'on a forcé l'accouchement de la tête. Le diagnostic de l'engagement aussi pose une problématique alors qu'on a un outil qui est très récent et qu'on arrive, on vient de le mettre en route, c'est l'échographie transpérinéale pendant l'accouchement qui peut nous rendre service en matière d'engagement. Oui, je ne sais pas si c'est dans le cas échéant, hein, je ne sais pas, professeur Benamrouche, peut-être vous pouvez répondre à cette question aussi. Hein, dans le cas échéant, je ne sais pas si on peut parler vraiment de surmédicalisation ou d'exagération dans les accouchements, parce que souvent ce sont des accouchements à haut risque, hein, qui sont soit la maman, rappelez-moi les facteurs de risque, hein, soit la maman elle a un diabète gestationnel, donc elle doit quand même faire l'objet d'un suivi rigoureux, soit on attend un bébé, n'est-ce pas, en surpoids. Quels sont les autres facteurs de risque qu'on peut rappeler, professeur? Oui, bon, qui sont connus aujourd'hui, hein. Le premier facteur de risque, c'est beaucoup plus la macrosomie, c'est-à-dire c'est un gros bébé, c'est surtout qui survient un gros poids de naissance. Voilà, un gros poids de naissance, soit après chez un diabète gestationnel, ou bien déjà les recommandations à partir dès qu'on fait une échographie, à partir de 4,5 kg, il faut faire une césarienne. La prise de poids durant la grossesse. C'est ça en fait ce que je voulais dire, hein, oui. Quand vous dites favoriser l'accouchement physiologique, est-ce que c'est vraiment... En dehors des GHR. Voilà, absolument. Des GHR. Et l'accouchement physiologique, ça reste quand même un facteur qui va diminuer les complications. On va faire moins d'interventions, on va utiliser moins d'ocytocine. Par exemple, je vous donne l'exemple de la macrosomie, par exemple. Je ne parle pas des 4,5 kg parce que ça, je rejoins mon confrère. Mais si on a un poids qui est... On parle de macrosomie à partir de quel poids? À partir de 4 kg. Mais l'indication de césarienne, c'est à partir de 4,5 kg. Entre 4 kg et 4,5 kg, on reste réticent par rapport à la voie d'accouchement. Il n'y a pas de recommandation. Et là, on va faire un suivi. On va ouvrir un partogramme et on va suivre cette patiente. Et l'accouchement ou bien le partogramme, il doit rester physiologique. On ne doit pas intervenir parce que si on intervient, par exemple, en infligeant des contractions utérines qui sont iatrogènes, c'est-à-dire à base d'ocytocine, etc., on va forcer, si on ose dire, l'accouchement, qui va se terminer par... Je vais poser une question justement, professeur Benamrouche, hein, vous en parliez tout à l'heure, juste avant l'enregistrement de cette émission. Les enfants, généralement, qui souffrent de traumatisme à l'accouchement, font quel poids ? Et qui ont souvent accouché par voie basse, hein, oui. Rappelons-le. Bon, moi, ce que je reçois, c'est presque 8 à 9 enfants qui dépassent les 4,5 kg. Hein. Et bon, donc, parmi les facteurs de risque, c'est de ce gros poids de naissance. Vous avez un autre, c'est la prise de poids chez la femme qui prend beaucoup de poids durant la grossesse, est un facteur de risque. Un autre facteur de risque, moi, ça fait même pas 3 mois, j'ai reçu un malade qui a 3 enfants avec un plexus. Et 3 accouchements par voie basse. Comme par hasard, et normalement, dès qu'on a un enfant qui est né avec une paralysie obstétricale, normalement, ça c'est qui multiplie presque par 10 le risque d'avoir une deuxième paralysie. Donc ça, et bien sûr, un petit peu, il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui pensent, bon, peut-être pas les gynécologues, mais il y a souvent, là, lorsqu'ils passent dans des services là où il n'y a pas de gynécologue, ce que ça atteint beaucoup plus une grossesse à risque, c'est beaucoup plus la première grossesse. Mais en réalité, toutes les statistiques, même nous, chez nous, généralement c'est le 2e, c'est le 3e. Et les gens pensent le fait qu'on a déjà accouché un enfant ou 2 enfants, pour le 3e, ça ne pose pas de problème. Et c'est là où on a vu même beaucoup de plexus avec un poids de naissance normal. Et c'est ça ce qui rend qu'il y a certains accouchements où c'est un petit peu imprévisible. Il y a un autre facteur. Il faut connaître comment on peut développer en réalité un plexus. C'est le geste le plus, qui est la cause de c'est l'élongation. C'est-à-dire c'est augmenter la distance entre la tête et l'épaule. Et c'est là où on tire. Donc il y a beaucoup de manœuvres obstétricales lorsqu'on essaye d'extraire l'enfant, donc il faut être... Et là, ça c'est l'expertise en fait du gynéco. Voilà, c'est l'expertise du gynéco. Il faut un petit peu la maîtrise. Hein. Il y a la règle des 4 P. Il ne faut pas que les gens paniquent, parce que ce qu'on a vu des fois, dès qu'on trouve qu'il y a un problème, et les gens paniquent. Mais là, moi je pense que c'est des gens qui sont bien formés, donc on arrive à prévenir pas mal de... En fait, sauf ça reste non, des fois imprévisible, on ne peut pas jamais... En fait, il y a aussi peut-être quand le travail est long, hein, et qu'il y a souvent
souffrance fétale, c'est là où peut-être la traction est un peu brusque et que finalement on a des plexus. S'il y a une souffrance fétale, on ne doit pas laisser l'enfant souffrir. S'il y a une souffrance fétale, c'est une indication à la voix haute. Vous savez très bien que ça ne se passe pas tout le temps comme ça, docteur. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des difficultés dans leur accouchement et on a fini quand même par les accoucher par forceps ou par, c'est-à-dire ça a été des accouchements par voie basse. On a fait accoucher un bébé qui était souffrant. Le bébé souffrant, c'est une indication à la voix haute. On ne laisse pas un bébé souffrir à l'intérieur du ventre de sa maman. Et on est large par rapport aux indications concernant la souffrance fétale. Alors le forceps, c'est quand on a un problème de dégagement de la tête. La tête, elle est engagée et il y a un problème de dégagement. C'est là où on doit appliquer des instruments. Et quand il s'agit d'une dystossie des épaules... Il faut dire aujourd'hui qu'ailleurs, c'est-à-dire en dehors, dans des pays européens par exemple, aujourd'hui, on utilise de moins en moins les accouchements avec appareillage, ils sont de moins en moins indiqués. Aujourd'hui, on va directement à la césarienne. Parce que les risques. La ventouse, elle garde ses indications. Il y a des indications. Oui. C'est très peu utilisé ailleurs. Mais aussi, faire une césarienne sur une tête qui en va de dégagement, c'est pas facile parce qu'on expose aussi la patiente à des risques opératoires qui sont très importants. Des incidents avec des césariennes qui filent, des urtères qui sont blessés, etc. La césarienne sur une tête qui est engagée et qui est en descente, qui est enclavée dans le détroit moyen, n'est pas facile. Oui. C'est pas toujours la solution de facilité. Mais comme il a dit mon confrère, devant une dystossie des épaules, il faut se limiter à la règle des 4 P. Donc, no pulling, pushing, pivoting. Il faut pas faire ces 3 gestes. Il ne faut pas tourner, il ne faut pas tirer. Et le 4e P, c'est no panicking. Il ne faut pas paniquer. Il faut faire les bonnes manœuvres au bon moment. Utiliser les bonnes mains, parce qu'aussi choisir la bonne main, c'est important. Et on arrive à gérer des dystocies des épaules sans... Le facteur humain, finalement, il est très important. Vous n'arrêtez pas de le dire, mais d'une manière subtile, quand vous dites qu'il faut savoir la règle des... C'est-à-dire, finalement, tout repose sur l'expertise et l'expérience de l'accouchement. Est-ce que dans l'absolu, docteur Bissa, est-ce que vous pensez que ce genre de traumatisme du plexus brachial sont évitables si on améliore l'obstétrique? Mon point de vue personnel par rapport à ça, c'est que il faudrait d'abord bien informer les pratiquants, les accoucheurs. Et on se met dans des situations où on vit déjà cette situation. Et je pense que si les gens, on les entraîne à pouvoir agir devant de telles situations, il y a toujours moyen de prévenir. Je pense qu'au cours du cursus, ça c'est mon avis personnel. Après, je ne sais pas comment ça se passe. Je peux demander la question peut-être au professeur Yacoubi. Oui, terminé. C'est que si au cours des pratiques de l'obstétrique, on prépare les gens à de telles situations, on peut baisser l'incidence, bien sûr, en prenant en considération tout ce qu'on a dit tout à l'heure, tous ces facteurs de risque, qu'est-ce qu'il faut faire à tel moment. Professeur Yacoubi, est-ce que vous pensez que c'est évitable dans l'absolu? Est-ce qu'on peut arriver avec une bonne politique de prévention? Évitable, comme ça à 100%, rien. C'est ça la médecine. La médecine, le risque zéro n'existe pas. Donc toutes les spécialités. Je ne parle pas uniquement de l'obstétrique ou bien de la chirurgie orthopédique. Donc le risque zéro n'existe pas. On est là, on fait de notre mieux. Et l'expertise. C'est pour ça d'ailleurs, on parlera tout à l'heure, pourquoi ces étrangers viennent chez nous. C'est ça la médecine, on apprend toujours. Évitable, c'est en rapport avec la formation. Le médecin, la formation, c'est-à-dire si j'ai à évaluer un peu le degré de formation de nos médecins, c'est qu'un manque de pratique. Et la médecine, c'est la pratique. On peut pas, même la simulation, vous avez parlé, madame, tout à l'heure de la simulation, ne remplacera jamais. C'est en fait le geste là, de la simulation ne remplacera jamais le geste réel
pendant en fait l'accouchement. Pardon, c'est juste pour La simulation, éviter de faire le premier geste oui, sur absolument. le malade. Non, je suis d'accord, mais chaque malade est un cas. Gérer un mannequin, c'est pas exactement gérer le patient, c'est l'être humain. Évitable, je dirais, en tant qu'enseignant, hôpital universitaire, chirurgien, il faut toujours... Quand on dit évitable, ça ne veut pas dire arriver à 0 cas, professeur. À 0 cas. Évitable, quand même, on en est à 1500 cas par an. Oui, voilà, c'est ça. arriver peut-être à 50. Vous savez pourquoi il y a cette médecine moderne, madame? Vous savez pourquoi la médecine moderne? Elle évolue dans quel est le sens de l'évolution? C'est dans de soigner mieux. C'est surtout la prévention. C'est aller dans le préventif. Et la meilleure médecine, c'est la prévention. Absolument. Il est beaucoup plus préférable, en fait, du point de vue économique aussi, de vacciner que de traiter les infections. C'est clair. Ça coûterait beaucoup moins cher. Et vacciner, il n'y aura pas d'épidémie, il n'y aura pas de transmission, etc. Donc la prévention, c'est la mère de tout ce qui est en rapport avec... Prévenir mieux que guérir. Oui, professeur Benamou. C'est impossible. Parce qu'on voit quand même des pays développés aujourd'hui qui ont quand même... C'est justement ce que j'allais vous dire. Tant que ça existe aux États-Unis, ça existe dans les meilleurs pays. C'est vrai qu'avec le temps, si on revient aux années 30 et maintenant, l'incidence a nettement diminué. Donc, ça, on n'arrive plus à descendre au-dessous de ça. Tant qu'on a des enfants accouchent avec un poids sans aucun incident, au moment de l'accouchement, puis se retrouve avec un plexus, il y a d'autres facteurs. Il y a certains qui ont incriminé un petit peu la position intra-utérine. Ça existe. Moi, j'ai reçu quelques malades et c'est décrit dans la littérature après césarienne. On a reçu, moi j'ai eu 4 ou 5 malades après césarienne. Heureusement ils ont fait des paralysés hautes qui se sont résolvées spontanément. Et il a été même décrit des plexus congénitaux. C'est-à-dire que le professeur Gilbert, il a décrit 2 cas, il a ouvert, il n'a pas trouvé de plexus. C'est-à-dire que c'était une malformation congénitale. Mais aller peut-être diminuer l'incidence, mais aller l'éviter entièrement. D'accord. C'est déjà ça, réduire l'incidence, c'est déjà pas mal. C'est ça le plus important. Déjà pas mal, justement. Je vais vous inviter, messieurs, dames, à regarder justement un reportage. J'en parlais en préambule de cette mission qui a eu lieu le mois dernier au niveau de l'EHS de Ben Akmoun et qui a permis justement la prise en charge en chirurgie d'une dizaine d'enfants atteints justement de paralysie supérieure du plexus brachial. Je vous invite à regarder ce reportage signé Naïma Al-Waish. Entourés de spécialistes algériens, les chirurgiens orthopédistes qui opèrent cette petite fille de 4 mois pour une paralysie du plexus brachial sont en mission bénévole à Alger. Dirigés par le professeur Alain Gilbert et ses compères américains qui se déplacent 3 à 4 fois par an à l'hôpital de Ben Aknoun, cette équipe ausculte, opère et suit des dizaines d'enfants qui viennent des 4 coins du pays. Il a fallu plus de 2 heures pour venir à bout de cette première intervention microchirurgicale de haute précision. Les nerfs du cou sont arrachés dans la moelle, donc on ne peut pas les réparer. On a à ce moment-là une opération spéciale qui consiste à prendre un nerf de l'autre côté et à amener ce nerf pour réparer le plexus brachial, c'est-à-dire permettre aux enfants de bouger ensuite, bouger la main surtout. On fait ça on a besoin entre les 2 nerfs de mettre un nerf artificiel qui est une chose très spéciale qu'on fabrique seulement aux États-Unis et c'est pour ça qu'il y a une équipe américaine qui vient et qui amène les nerfs, qui les offre gratuitement pour les enfants. Ça vaut très cher, ça vaut à peu près 5 000 € un nerf. This surgery is a very specialized surgery. Not that many people do it. I work with Dr. Alain Gilbert, who has been doing Cette chirurgie est très délicate. C'est pas tout le monde qui l'a fait. Je travaille avec le professeur Alain Gilbert depuis plus de 5 ans. Nous travaillons en groupe. Nous avons effectué énormément d'opérations en Algérie. Ces opérations permettent aux enfants de retrouver une vie normale, comme celle de se nourrir de façon autonome. So that they can have a normal life for like to eat.
Le plexus brachial est un ensemble de nerfs servant à la mobilité de l'épaule, du bras, de l'avant-bras et de la main. La lésion du plexus se fait en général lors d'un accouchement compliqué, ce qui conduit à une inertie totale de la main, d'où cette chirurgie qui rétablit peu à peu la mobilité du membre affecté. Je suis venue de Bijaya, donc je suis trop contente de présenter aujourd'hui ici. Donc je suis un peu stressée, je ne sais pas ce qui se passe parce que ma fille, elle a juste 4 mois, elle est maintenant au bloc. Donc Inch'Allah, ya Rabbi, des bons résultats avec, je suis encore satisfaite des résultats du Gilbert. Outre le suivi, l'auscultation des interventions sur des dizaines de patients, ces chirurgiens missionnaires forment également nos médecins à cette chirurgie particulièrement pointue. Donc ils viennent avec l'expérience, avec leur savoir-faire. Et là, nous, et également surtout les jeunes chirurgiens, viennent apprendre ces techniques. Et demain, on ne sera pas donc obligé, ou plutôt besoin d'avoir ces experts chez nous. On va les faire nous-mêmes. Donc c'est ça l'intérêt principal. Une fois l'opération réussie, une rééducation assidue sur le long terme est nécessaire pour que le malade retrouve un usage appréciable de son membre. Alors on a vu justement ce reportage qui revient sur cette mission qui a eu lieu en octobre. Je rappelle également le caractère complètement bénévole de ces missions. Il faut rappeler que ces chirurgiens qu'on vient de voir, que ce soit Alain Gilbert ou son accompagnateur qui vient des États-Unis, viennent chapeauter ces opérations et ils ne sont pas rémunérés. Alors double bénéfice, premier celui de prendre en charge ces enfants qui sont en souffrance, et puis aussi former le chirurgien. Professeur, vous êtes d'accord ? Oui, absolument. Il y a un double intérêt, vous l'avez bien dit. Le premier intérêt, c'est d'offrir à nos enfants, c'est nos enfants, c'est des Algériens, leur offrir les meilleurs soins. Nous ramenons ils viennent bénévolement des experts mondialement connus. Si vous tapez nom de Gilbert à Google, vous allez avoir des centaines de milliers d'articles et tout ce qui est en rapport avec son activité chirurgicale, que ce soit à l'hôpital où il exerçait, c'était à Paris Manoleta en Espagne. Et en plus de ça, il y a toute cette communauté internationale qui reconnaît cet homme et reconnaît l'expertise de cet homme. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième qui est fondamental, qui est très important, notre hôpital est un hôpital universitaire, donc il forme des spécialistes, des chirurgiens. Et nous-mêmes, nous avons aussi besoin de cette expertise mondiale d'Alain Gilbert et son équipe. Et ce deuxième intérêt, je lui porte beaucoup je le mets en premier parce que nos jeunes, il faut le dire, ne s'intéressent pas à cette chirurgie. C'est dire que la chirurgie nerveuse n'intéresse pas aujourd'hui. D'ailleurs, mondialement, je ne parle pas uniquement de notre pays, mais mondialement, cette chirurgie n'intéresse pas beaucoup de monde. On s'intéresse à la chirurgie prothétique, à la chirurgie arthroscopique, tout ce qui est innovant, mais cette chirurgie lourde, pas facile, difficile, pas très rentable, il faut le dire, on ne s'intéresse pas. Et quand ces experts viennent chez nous, ça motive ces jeunes. Et vous avez vu le bloc opératoire bondé de jeunes chirurgiens. Et sachez que notre service est ouvert aussi pour les autres, entre autres les autres chirurgiens qui viennent d'Oran, de Mustapha. Il y a aussi la chirurgienne pédiatre de Bétalia, la chef de service qui est venue, qui a assisté à ces interventions. Donc vous l'avez bien dit. C'est la formation, je le redis, c'est très très important. Demain peut-être ces interventions compliquées, complexes, parce qu'il faut savoir qu'on fait cette chirurgie, mais on parle d'une chirurgie. Sur ma question justement. Alors question, on fait aujourd'hui jusqu'à 3 missions à peu près par an. Vous anticipez même d'aller jusqu'à 4. Est-ce qu'aujourd'hui nos chirurgiens seraient capables de faire ce type d'opération sans assistance ou sans l'expertise d'un étranger?
Bien sûr, bon, avec le temps, on a acquis une certaine expérience, une certaine assurance, parce que c'est une chirurgie qui n'est pas comme si bien, là c'est bien dit professeur Yacoubi, ça n'intéresse pas les gens. Et c'est une chirurgie qui est très très compliquée d'un, et de deux, c'est une chirurgie où les résultats ne sont pas immédiats. Donc les gens, il faut attendre des fois des années pour avoir les résultats. Il y a, je rappelle un peu les choses, c'est que dans la chirurgie du plexus brachial, il y a plusieurs chirurgies. Il y a la chirurgie secondaire, ce qu'on appelle la chirurgie secondaire. Ça, c'est une chirurgie qui est à notre portée, on l'a fait quotidiennement. Il y a la chirurgie primaire, c'est cette chirurgie exploratrice du plexus. Donc, c'est une chirurgie qu'on fait initialement. Quand vous dites secondaire, vous parlez des tendons, vous parlez des muscles, où on est dans la chirurgie nerveuse? Ça peut être une chirurgie nerveuse, d'accord, et ça peut être une chirurgie tendineuse ou musculaire, d'accord, osseuse, d'accord. Cette chirurgie primaire qui se pratique en général pendant la première année, c'est cette chirurgie qui est compliquée. L'autre, on sait la faire très très bien. Même cette chirurgie primaire, ou cette chirurgie qui agit directement. On voit l'image déjà du plexus brachial. Voilà, très bien. Les gens puissent comprendre de quoi on parle. Très bien. Donc cette chirurgie qui se fait à la première année, c'est cette chirurgie qui est un peu compliquée. Compliquée par deux aspects. C'est que l'aspect, c'est qu'il y a ce polymorphisme. D'accord, il y a plusieurs cas qu'on peut avoir. Et de deux, la deuxième complication, elle est due à l'indication, parce qu'il faut prendre l'indication. Bon, on a des éléments en avant, mais il y a des indications qu'on doit prendre en explorant notre plexus brachial. Donc, en résumé, je dirais que c'est une chirurgie qu'on arrive à faire. Disons, je ne peux pas avancer à un chiffre, mais peut-être 70 à 80% de la chirurgie, on l'a fait. Il reste cette chirurgie qui est très très pointue. Ça, on aimerait toujours avoir. C'est peut-être de greffon, hein, ce que disait tout à l'heure Gilbert dans le reportage, qui coûte très cher. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un problème d'expertise, c'est aussi un problème de moyens. Exactement. Ça c'est un autre aspect de cette chirurgie, c'est que certaines indications ont besoin de certains moyens. Absolument. Oui. Professeur Belamerouche, quel recul avons-nous aujourd'hui? Alors, on sait que cette chirurgie est lancée depuis 2012, hein, ça fait des années. Il y a eu un arrêt peut-être pendant la Covid, mais elle a repris hein, depuis quand même quelques années. Aujourd'hui, vous faites 3 à 4 missions par an, hein, ce qui n'est pas rien. Quel recul avons-nous aujourd'hui sur ces enfants qui ont déjà été opérés? Est-ce que, et quelle est la part, hein, j'ai envie de dire, quelle est la part justement de ceux qui ont pu récupérer à 100%? Voilà. Récupérer à 100%, c'est pas évident dans certains plexus. On rappellera tout à l'heure les objectifs de cette chirurgie. Bon, on a commencé en réalité en 2012 l'émission, mais on n'a pas commencé avec les allogreffes. Donc on faisait je crois qu'une mission, on faisait un petit peu de la chirurgie du plexus, et une autre mission, on faisait même la chirurgie de la main, les malformations de la main, ainsi de suite. Et c'est à partir de 2015 qu'on a commencé à utiliser les greffons. C'est vrai, au début, lorsqu'on utilisait avant les greffons, on ne pouvait pas opérer beaucoup de malades. On opérait 2 à 3 par mission, parce que déjà le fait de prendre les greffons, donc chaque intervention, ça nous prenait 3 heures des fois pour un malade. Donc, et on n'avait pas beaucoup d'expérience même pour nos médecins réanimateurs. Heureusement qu'on a actuellement. Aujourd'hui, la machine est huilée. Ah oui. Actuellement, on a de très très bons médecins réanimateurs qui arrivent à nous endormir des enfants. Mais parce que nous, en réalité, c'est parce qu'on n'a pas mentionné que c'est un service d'adulte. Avant, on ne faisait pas l'enfant. Donc, on n'avait pas même les appareils. Il y a des appareils d'anesthésie destinés à l'enfant, ce n'est pas les mêmes. Et grâce, bien sûr, avec la volonté de tout le monde, on a essayé. Donc, on a pu lancer cette chirurgie. Mais depuis il faut dire au passage que c'est beaucoup plus simple hein, pour l'adulte, hein, ce genre de chirurgie. C'est beaucoup plus simple quand c'est un adulte. Beaucoup plus simple, mais moins un petit peu ingrate comme pour les résultats chez l'adulte. Chez l'enfant, le membre il est un petit peu petit, donc même si on répare, donc il arrive rapidement à la main. Mais chez l'adulte, lorsque c'est longiline, parce que la chirurgie nerveuse, c'est ça la problématique. C'est une chirurgie qui doit être précoce. Parce que la plaque motrice au niveau du muscle, il y a un récepteur qui reçoit l'influx nerveux.
mais ça peut prendre une année. À 18 mois, si elle n'est pas stimulée, elle va disparaître. Puis même si le nerf récupère, il ne travaille pas. Oui. C'est ça la problématique chez l'adulte. Lorsqu'on a une paralysie totale, la main, c'est presque, elle ne récupère presque jamais. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de donner? C'est un petit peu le coude et donner une sonde. Par contre, chez l'enfant, la chirurgie nerveuse, elle donne de bons résultats, même pour la main. Et maintenant, on est arrivé avec des reculs de 8 et 9 ans. Sauf que la chirurgie nerveuse, l'intérêt de la chirurgie nerveuse, c'est qu'en fait une chirurgie nerveuse, c'est rare d'avoir une récupération à 100%. Mais ce qu'on demande à cette chirurgie nerveuse, c'est d'avoir une récupération partielle. Parce que lorsque Dr Bessaïd a parlé de la chirurgie secondaire, c'est ce qu'on appelle la chirurgie palliative. Palliative, c'est quoi? J'ai 3 muscles qui fléchissent le poignet, mais je n'ai pas de muscles qui font l'extension. Je peux enlever un, lui changer de trajet et on va plus ou moins compenser une fonction défaillante. Donc, lorsqu'on a rien, paralysie totale. L'objectif, c'est de faire une main, de faire quoi de cette main finalement, puisqu'on ne récupère pas 100%? C'est de lui rendre la sensibilité. C'est ce qu'on appelle, c'est écrit, c'est une main qui doit être utile et surtout une main sensible. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup ça, c'est très important. Hein. Ah oui, c'est très important, hein, parce qu'on peut se brûler, on peut se blesser sans le savoir. Voilà. Main, je vous assure, une main insensible est une catastrophe pour les parents. Vous savez qu'est-ce qu'ils font des fois pour le... Même dans la vie, hein, parce que dit comme ça paraît peut-être un peu théorique, mais dans la vie, une main utile peut toujours aider, par exemple, dans la conduite, dans plusieurs tâches. Hein, on peut l'utiliser. Mais une main qui est insensible, moi j'ai reçu quelques malades, je vous assure. Qui peuvent être banales. Hein. Mais lorsque la main est sensible, alors ça devient gênant. Et l'enfant, et j'ai reçu des cas, même presque des amputations des doigts. Alors les parents, ils sont déjà obligés de bander toute la main pour qu'il évite de la manger. Je vous assure que c'est pas évident de voir. Vous n'avez pas répondu quand même à ma question. Hein. Les personnes qui récupèrent pratiquement à 100%, ils représentent combien? Parce qu'il y en a quand même, rassurez-moi. On va dire pour une récupération qui est utile, qui est bonne, parce que plexus, on va dire utile et bonne. On est à 70% à peu près. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'on peut parler de profil chez ces enfants? Alors on avait parlé il y a quelque temps que la plupart de ces enfants peut-être viennent un peu de l'intérieur du pays. C'est vrai ou pas finalement? Possible, mais eux ne reçoivent pas les plexus. Voilà, c'est pour ça. D'accord. C'est quoi le rôle d'un gynéco dans l'immédiat, c'est-à-dire quand il réalise qu'il y a un plexus, qu'est-ce qu'il peut faire un gynéco dans l'urgence? Dans l'urgence, on doit confier le bébé. D'abord, en général, quand on a une dystocie des épaules, il y a toujours une part d'une asphyxie qui accompagne le plexus. Il y a aussi des fractures de la clavicule, fractures de l'humérus, en général qui sont associées au plexus. Et on demande directement un avis rapidement parce que le bébé il doit être pris en charge le plus tôt possible, comme il a dit mon confrère, parce que plus on tarde, plus les lésions elles sont irréversibles. Il y a des plexus qui récupèrent, il y a des plexus partiels, il y a des plexus complets. Le contact avec les orthopédistes ne devrait pas se faire dans certains cas bien avant l'accouchement? Avant l'accouchement, on ne peut pas... Quand on a par exemple une malformation, ce que disait tout à l'heure professeur Blamérouche, par exemple, chez les personnes qui ont déjà eu des plexus brachiales, est-ce que ces personnes, on ne peut pas les détecter? Est-ce que ce ne sont pas des personnes à risque? Non, on ne peut pas détecter le plexus brachial avant la naissance, ça n'existe nulle part. Mais les risques, on peut les calculer. On peut estimer le risque qu'une patiente puisse... Est-ce qu'on peut orienter par exemple, justement, une patiente qui a par exemple une scoliose, est-ce qu'on ne peut pas l'orienter vers un orthopédiste? Non. Pour éventualité de plexus brachial? Oui, bien sûr, on demande des avis. Il faut qu'on demande des avis, ça c'est impératif. Si elle a un problème de bassin, vous voulez dire le bassin, d'accord. Si elle a un problème de bassin, c'est sûr qu'on va demander des avis. Il y a aussi le scanner. Maintenant, on fait le scanner, le pelviscan, on le demande et ça se fait à Alger, du moins à Alger, et qui nous oriente par rapport aux malformations osseuses. Alors, on parle depuis tout à l'heure justement de ce traumatisme, de cette paralysie du plexus brachial. Est-ce qu'on peut expliquer brièvement quel retentissement justement on peut avoir à cause justement de ce traumatisme, finalement, quelles sont les parties qui vont être touchées? Est-ce qu'on va perdre la mobilité de ses mains? Est-ce que ça peut être plus grave? On parle parfois d'atteinte ophtalmique. Absolument. Oui. De toute façon, le plexus brachial, on vous a montré ça dans l'image, oui. Dans l'image, le schéma, c'est que c'est des niveaux.
Tout dépend d'abord du niveau atteint et du nombre de racines atteintes. Oui. On revoit l'image. Oui, absolument. Vous voyez que ce n'est pas orienté d'un seul sens. Il y a même, vous voyez bien qu'il y a ce plexus brachial. La sortie de la moelle de ces nerfs ne va pas dans un seul sens. Ces nerfs se croisent. Absolument. Donc il y a des fascicules qui se conjuguent pour former un nerf. Le nerf ulnaire, le nerf médian, le musculocutané, etc. Donc la problématique, elle est où? C'est que tout dépend de cette atteinte, le niveau. Deuxièmement, ce qui est important que le chirurgien et que, bien entendu, doit planifier son intervention chirurgicale, c'est vis-à-vis de ce nerf, comment il est lésé par rapport à la moelle. S'il est arraché de la moelle, sachez qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est ça la plus grosse crainte, en fait. Absolument. Les avulsions, quand le nerf, on ne sait pas remettre un nerf dans la moelle. C'est comme on ne sait pas aussi réparer une moelle lésée. Cela ne représente pas une grande part quand même de ces enfants, heureusement. Si. N'empêche, d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'on ait cette possibilité de... Non, mais ils ne sont pas nombreux, je veux dire. Oui, heureusement, quand même. Heureusement qu'il y a... Oui, absolument. Et on peut réparer quand la lésion est en plein air. Vous imaginez, vous avez un câble électrique, le câble électrique est coupé, c'est rien. Si on agit vite, on peut suturer, et s'il y a de la rétraction éventuellement, on peut mettre un greffon qui va rétablir la continuité nerveuse. Par contre, quand c'est arraché de la moelle, il n'y a absolument rien à faire. On ne sait pas remettre les fascicules nerveux dans la moelle. C'est très très complexe. C'est très complexe comme main. Donc c'est l'usage de la main. En fait, vous savez, on a un membre supérieur, ça ne sert à rien d'avoir une épaule, un coude, sans avoir une main. C'est ça. Ça ne sert absolument. Vous pouvez amputer quelqu'un qui n'a pas de main, c'est exactement la même chose. C'est une main exclue. Donc c'est l'usage de la main. Il a bien signalé professeur Benami Roche, c'est que le but, c'est quand on a une paralysie de la main qui ne fonctionne plus, on va tout faire pour la faire fonctionner. Mais cette main, même si on arrive à la faire fonctionner, il faut qu'elle arrive à la bouche, elle arrive à la tête. Donc il faut avoir un coude. Bien sûr, il faut avoir une épaule, il faut avoir un coude. Donc ça ne sert à rien aussi d'avoir une main qui fonctionne et le coude... Sans pouvoir faire la flexion. Sans avoir fait. Donc c'est pour ça, il y a toute une stratégie de prise en charge, d'aller dans l'aboutissement. L'aboutissement, c'est la finalité du geste de membre supérieur, c'est la mobilité de la main, de la sensibilité, bien entendu. Si une main qui est insensible, elle ne servira à rien du tout. Il va se brûler, tout ce qui est tactile, tout ça n'existera plus. Et vous imaginez l'enfant, comment il va évoluer. Pourquoi il est important de diagnostiquer tôt? Prendre en charge rapidement. Voilà, c'est ça. Il est très très important de prendre en charge. On pourrait dire qu'on peut prendre en charge même ultérieurement. Vous avez signalé tout à l'heure que 20 à 30% de ces malades nécessitaient une chirurgie. Absolument. Eh bien, si on prend dans les 100%, déjà on peut éliminer, bon, pas éliminer, mais continuer à suivre ce qui reste dans les 80% en dehors du circuit chirurgical. Et pour ces 20% qui restent, il y a certaines chirurgies qui ne peuvent être indiquées qu'à un temps T. D'accord. Donc, je parlais tout à l'heure de... Aujourd'hui, on opère dans les 5 mois, c'est ça? Exactement. Voilà. Il y a certains... On attend 3 mois, 3 à 4 mois et on opère à 5 mois. En général, c'est entre 3 et 6 mois. Après, il y a certains facteurs qui vont nous guider et nous aider à prendre la décision. Comme c'est bien signalé, l'existence d'une fracture, l'existence d'un problème respiratoire, ça veut dire que le plexus a été trop tiré, l'existence d'un ptosis, tout ça, c'est des éléments d'urgence et qui peuvent nous aider à dire que c'est un traumatisme qui était assez violent. Donc là, on va guetter certains signes de récupération. Si ces signes de récupération
sont pas obtenus au bout de 6 mois, on peut dire que ce malade-là ne va pas récupérer, il faudrait intervenir, parce que comme l'a si bien signalé le professeur Benamirous, c'est qu'il y a un délai à respecter, c'est que cet influx nerveux qui part du cerveau doit arriver au muscle. Pour que cet influx nerveux soit une action, il faut que la transition se fait. La transition, elle se fait dans cette plaque motrice. Et si cette plaque motrice, elle ne marche pas, ça ne sert absolument à rien de réparer. Si vous avez une électricité, c'est pour simplifier un peu les choses, qui vient d'une source d'électricité et qui va vers une lampe. Si vous avez un câble qui est coupé au milieu, vous essayez de réparer le câble, le chantier par exemple, donc l'électricité elle va arriver à la lampe. Si vous avez la lampe qui est détériorée, ça ne sert absolument à rien de réparer tout ce qui est en amont. D'arranger le câblage. Voilà. Oui. En fait, je pose un peu la question aussi de l'âge, parce qu'il y a des écoles qui disent aujourd'hui qu'il faudra peut-être attendre. Parfois, la nature peut faire mieux qu'un chirurgien. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je vais un petit peu répondre à votre première question. Pourquoi diagnostiquer rapidement? Non. Quel genre de paralysie qu'on peut avoir? D'accord. Déjà, pour simplifier pour les gens qui nous regardent. Voilà. Lorsqu'on parle de gravité, nous, la gravité, c'est la main. Parce que vous avez 3 tableaux cliniques. On a la paralysie haute, la paralysie intermédiaire et la paralysie basse. La paralysie haute, l'enfant il va naître, il aura un problème d'abduction de l'épaule et de rotation externe et il ne pourra pas fléchir le coude. Mais il peut étendre son coude, il peut monter la main elle est bien. Ça, c'est une paralysie la plus banale. Puis, on peut avoir un problème, donc même le coude ne peut pas s'étendre, même le poignet monte moins, mais la main, elle est fonctionnelle. Ça, c'est un petit peu la paralysie interne. Ça, c'est une personne qui n'arrive pas à lever sa main, c'est ça? Oui, mais la plus grave, c'est lorsqu'on trouve que la main, elle est paralysée. D'accord. Et bien sûr, on ne peut pas avoir une main paralysée. C'est ce qu'expliquait un peu à l'instant, docteur Boussa, quand il disait que la source, pas la source, quand il disait que la lampe, si elle est défaillante, on ne peut rien faire. Voilà, c'est pour revenir que si, par contre, lorsqu'on a une main ou quelque chose, et on a des signes, comme il a si bien dit Fouad, lorsqu'on a des signes ophtalmiques et des signes respiratoires, c'est une urgence. Non, pas l'urgence. Là, c'est une indication opératoire parce qu'on est sûr qu'il y a des avulsions. Ça témoigne qu'il y a des avulsions et que le traumatisme était très bien. Et un diagnostic précoce, ça va nous permettre de suivre le malade et de prendre la bonne décision à 3 mois ou bien à 6 mois. Par exemple, ceux qui naissent avec une ophtalmie, avec des signes de gravité, là on est sûr, on va d'emblée dire aux parents qu'à 3 mois, on va les opérer. Par contre, il y a un autre indicateur d'une bonne réponse, c'est que par exemple, si on le voit les premiers 20 jours, on trouve qu'il n'a pas de flexion du coude. Avant 3 mois, on va trouver qu'il commence à avoir une flexion du coude. Là, on dit au malade, n'ayez aucune crainte, il va récupérer à 100%. Ceux qui récupèrent les flèches. Déjà, ça va nous aider. Mais entre 3 et 6 mois, là, on reste un petit peu, on n'est pas sûr de la récupération. Professeur Yacoubi, quand on parle du plexus, de ce traumatisme du plexus brachial, on parle carrément de projet thérapeutique. Souvent, ces enfants ont besoin d'être repris, ils ont besoin d'un long suivi. Dites-nous un peu comment ça se passe aujourd'hui. Est-ce que vous les revoyez Oui, absolument. D'ailleurs, la dernière mission, ils sont arrivés le lundi, le mardi était une journée de consultation. La consultation, on a vu 75 patients. De ces 75 patients, les 2 tiers, c'était des contrôles, des interventions antérieures, des interventions. Et c'est là où on a découvert des résultats spectaculaires, où des enfants qui ne bougeaient pratiquement pas le membre et qui commence à récupérer le coude, il commence à récupérer la mobilité, entre autres de la main. Alors, il y a aussi autre chose. Si vous permettez, vous les revoyez au bout de combien de temps? Alors, par exemple, pour ceux que vous avez opérés au mois d'octobre. Oui, attendez, on les revoit avec le professeur Gilbert. C'est une évaluation un peu spéciale, mais on les revoit, je crois, à la quinzaine. La première pour avoir pour le contrôle, puis après pour voir si la réponse par exemple est positive. Oui, absolument. Il faut combien de temps? Généralement pour la chirurgie nerveuse, des chirurgies plexus, c'est 1 année au minimum. Bon, on les revoit à 6 mois. On les revoit à 6 mois, mais on dit aux patients qu'on commence à avoir la réponse généralement
c'est à partir de la première année. Si on il y a explique... certains malades qui commencent à bouger un petit peu moins, mais généralement c'est à partir d'une année jusqu'à 4-5 ans. Hein, juste expliquer quelque chose, c'est que c'est très lent. Et heureusement, c'est pour ça que je parle de projet thérapeutique. Non, mais c'est les enfants, parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'adulte. L'adulte, c'est pas l'enfant. D'accord. Il est grand, tout ça, mais les enfants, c'est vrai que c'est court par rapport à l'adulte, mais sachez qu'il y a la régénération nerveuse, c'est 1 mm par jour. C'est-à-dire, si vous faites un truc, le plexus, je vais réparer ici au niveau du cou, le plexus, si vous voulez, à titre d'exemple, arriver au biceps, chez un enfant, ça sera combien? 5 cm. Comme ça, par contre, l'adulte, il faut compter 20 cm, 25 cm. Alors, oui. Il y a une autre question, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, une autre question très importante à laquelle on n'a pas répondu. C'est aussi le diagnostic. Alors, le diagnostic est simple. À l'œil nu, on peut reconnaître une personne qui a un plexus brachial. Clinique, et on a besoin maintenant de faire ce qu'on appelle la mylo-IRM, qui nous apporte beaucoup de renseignements, d'ailleurs même... L'EMG aussi, ou pas? Non, l'EMG, ça sert à rien. Vous savez, l'EMG, il a un intérêt dans la récupération. C'est-à-dire, vous savez, qu'est-ce qu'il va vous dire l'EMG? Il va vous dire, il y a une paralysie. Mais là, on la constate cliniquement. Déjà. Par contre, dans la récupération, oui. Je parle du plexus traumatique. Parce qu'on a dit traumatique, quand on répare des nerfs périphériques, etc. Donc, la mylo-IRM, elle a un intérêt. Pourquoi? Parce que la mylo-IRM va vous montrer ses racines. Est-ce que sont arrachées de la moelle? D'ailleurs, Gilbert, maintenant, il exige qu'on leur fasse à tous des mylo-IRM. Il nous montre chez ce bébé l'avulsion éventuellement. Et là, ça rentre dans le cadre de l'avulsion, c'est l'arrachement quand la racine est arrachée de la moelle. On l'a dit tout à l'heure, ça ne sert à rien d'aller éventuellement penser à réparer cette racine. Donc vous l'avez dit, en fait, le diagnostic est fait cliniquement. Il y a cette attente qui est normale. Vous avez 80% qui peuvent récupérer. Est-ce qu'il y a un moment donné où on peut dire que c'est trop tard? Parce que pour ces enfants, par exemple, on avait dit idéalement, ce serait bien de les prendre en charge dans les 5 mois de vie, surtout pour les cas graves. Il faut se dire dans la tête... on a vu par le passé, dans certaines missions, il y avait des enfants quand même qui avaient l'âge de 5 ans, qui avaient l'âge de 4 ans. Est-ce que ces enfants ont des chances aussi de récupérer? Oui, non. Ça, c'est le palliatif. Ce qu'on peut leur apporter, c'est le palliatif. Et encore, tout dépend de la lésion. Si quelqu'un a un membre inerte, complètement inerte, je ne pense pas qu'on pourra lui faire quelque chose. C'est ces enfants-là qu'on voit avec un membre non fonctionnel, complètement non fonctionnel. On termine, pratiquement, c'est la fin. Oui, docteur Bessa, vous voulez réagir sur la même question ou pas? Par rapport à ces enfants, qu'on voit très tard, nous, on est un peu peinés. Parce qu'on n'a pas beaucoup de solutions à leur proposer. Et de deux, c'est que c'est des enfants auxquels, s'ils ont été injectés dans le circuit rapidement, on aurait pu peut-être leur faire quelque chose. Et comme il a dit, il ne restera que certaines interventions palliatives qui n'ont pas vraiment but à récupérer une fonction, mais à améliorer ou à aider un peu l'autre main. Oui. Alors, on a pratiquement à la fin de cette émission. On va terminer avec vous peut-être sur la prévention, professeur. Oui. Il est important aujourd'hui de faire de la prévention, de communiquer aussi, parce qu'on voit quand même que c'est une prise en charge pluridisciplinaire. On n'a pas parlé beaucoup de rééducation, ce qui est très important aussi dans la prise en charge du plexus brachial. Et puis en amont, les obstétriciens. Oui, la dystocie des épaules, ça reste un facteur qui n'est pas évitable, mais il est modifiable. Donc on peut prévenir par une évaluation du risque de l'accouchement, ça c'est important, entraîner l'équipe obstétricale et agir de la bonne manière quand on est face à une dystocie des épaules et confier faire suivre, c'est très important de s'adresser justement aux gens qui nous regardent, se faire suivre lorsqu'on est diabétique, lorsqu'on a l'habitude d'avoir des enfants avec un gros poids de naissance. Diabète gestationnel bien suivi égale à une grossesse normale. Donc si on arrive à gérer ces glycémies, on n'arrive pas à la macrosomie, on va éviter tous ces facteurs de risque qui vont conduire à ce drame obstétrical. Merci beaucoup pour ce mot de fin. Merci messieurs d'avoir participé également à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. J'espère qu'on a pu répondre, ne serait-ce qu'à une partie infime des questions que vous vous posez à ce sujet. Cette émission est à présent terminée. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Je vous retrouve samedi prochain. D'ici là, faites attention à votre santé. Au revoir.